Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes Chanel Panouan qui se vole sur les secrets, quel que soit côté information et n'importe pour rester là, vingt des histoires canal là avec géographe non. Un président Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Pour cette émission spéciale, nous recevons Jean-Marie Théodat, qui est géographe et professeur de géographie à l'université Panthéon-Sorbonne et qui est entre autres aussi écrivain et qui a beaucoup travaillé sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Je rappelle de quoi s'agit-il. Le 15 septembre dernier, le président dominicain Luis Abinader a annoncé la fermeture de la frontière qui sépare Haïti et la République dominicaine. En cause, parce que les Haïtiens, en fait, du côté haïtien, ont décidé de construire un canal pour irriguer les plantations en Haïti. Les Dominicains accusent les Haïtiens de vouloir détourner l'eau, on va dire, de la rivière Massacre. Donc, nous assistons aujourd'hui à une grande crise entre les deux pays. Donc, pour comprendre cette crise, pour dire aussi de quoi il est vraiment question, donc nous allons débattre avec Jean-Marie Théodat. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors d'abord, pour ceux, en fait, on va dire, pour rappel, est-ce que vous pouvez rappeler, on va dire, ce que c'est cette rivière Massacre? Qu'est-ce que c'est? Alors, la rivière Massacre, d'abord je voudrais vous remercier de vous intéresser à ce sujet qui relève de l'actualité brûlante et de me donner l'opportunité de participer, je dirais, au débat public dans le sens d'un apaisement. Au sens que les faits, tout d'abord. La rivière Massacre, que nous appelons Massacre en Haïti, s'appelle Rio d'Ajabón en République dominicaine, c'est-à-dire la rivière d'Ajabón. D'Ajabón étant le nom à la fois d'une province et d'une ville qui est la capitale donc, de cette province du nord-ouest de la République dominicaine, qui prend sa source à environ 1500 mètres d'altitude dans la Cordillera Central, qui est la chaîne de montagnes la plus élevée de toute la Caraïbe, qui culmine dans le Pico Tina, à aujourd'hui Pico Duarte, à 3104 mètres d'altitude. Donc c'est un élément d'une hydrographie partagée, parce que cette rivière, qui a une longueur totale de 55 km, en a à peu près 5 sur le territoire haïtien, après avoir dessiné ce qu'on pourrait appeler une boucle. Passant du territoire dominicain, traverse la frontière, mais en fait, c'est un peu aberrant de dire que la rivière traverse la frontière, parce que la rivière existait avant la frontière. Vous comprenez? Donc, c'est la conséquence, en fait, de la colonisation partagée de ce territoire entre Espagnols d'un côté et Français de l'autre, qui se sont battus autour de cet élément hydrographique et qui ont finalement tracé la frontière avec cette aberration qui laisse d'un côté le fleuve et de l'autre, d'un côté la source et l'amont et de l'autre ce bief d'à peine 5 km, comme je le disais, sur le territoire haïtien. Ce qui a été entériné par l'accord de 1929, l'accord du Vatican, par lequel, enfin sous l'égide du Vatican, par lequel Haïtiens et Dominicains se sont accordés sur le tracé de cette frontière. Donc, c'est un tracé internationalement reconnu,
absolument apaisée entre les deux territoires. Maintenant, cette rivière fait l'objet, comme le rappelait le professeur Maniga, de plus d'une dizaine d'ouvrages d'art sur son cours supérieur avant d'entrer en Haïti, de sorte que il y a déjà un partage très inégal des ressources de part et d'autre de la frontière, et que les Haïtiens décident en 2018 déjà, sous le président Jovenel Moïse, de créer cette, on appelle ça une prise en hydrographie, c'est-à-dire cela consiste à créer un canal qui prélève une partie de l'eau d'une rivière, sans bien entendu la détourner, et surtout en se limitant à une quantité qui n'entraîne pas de dommages ni sur la nature, ni sur les utilisateurs qui se trouvent en aval, autrement dit en République dominicaine. Nous sommes en train de parler d'une crise qui touche donc un segment d'une rivière avec ce que j'appellerais un bassin de vie qui touche à peine 20 000 habitants et qui défraie aujourd'hui la chronique. Ce n'est pas une crise de la même ampleur que celle à laquelle nous assistons actuellement entre l'Éthiopie et l'Égypte, où ce sont des centaines de millions de personnes dont la vie est en suspens du fait de cet ouvrage. Là, nous sommes en train véritablement de parler d'un incident, d'une anecdote qui aurait pu être réglée de ville à ville. Cela relève des autorités municipales. En d'autres termes, un président de la République se déconsidère lorsqu'il intervient dans un dossier aussi banal que le percement d'un canal. Louis Abinader est ridicule. Il entre dans l'histoire d'Haïti, en tout cas, comme un matamor qui se prend pour un nouveau Trujillo, voulant porter l'estocade à Haïti au moment où notre pays est le plus faible. Au moment où nous sommes à la recherche d'une main solidaire, au moment où le reste du monde cherche à aider Haïti à sortir de l'ornière du chaos créé par les gangsters, voilà notre plus proche voisin qui devrait être en fait notre plus précieux secours, qui vole finalement au secours des gangsters pour achever le travail. Abinader vient apporter le dernier clou au cercueil de l'État haïtien, et c'est en ce sens que son attitude est inopportune, malhonnête, disproportionnée, compte tenu du résultat attendu. Donc, c'est-à-dire que c'est pour des raisons... Donc, vous pensez que c'est pour des raisons politiques, les motivations d'Abinader, donc ça n'a rien à voir avec une quelconque question environnementale, c'est ce que met en avant le gouvernement dominicain. Donc, en réalité, c'est pour des raisons politiques. Je ne veux pas lire dans le marc de café ni essayer de comprendre les motivations profondes d'un esprit qui me paraît dérangé. Je laisse ça aux psychanalystes, d'accord? Mais disons que quand on décortique les faits en lui-même, on dit qu'il y a une disproportion quant aux moyens mobilisés par rapport à la cause invoquée. Vous voyez? Moi, quand je vois des divisions d'hélicoptères, de voitures blindées qui se précipitent sur la frontière, quand on sait que Haïti est un peuple sans armée, ou alors ce que nous avons est un ersatz de forces armées d'Haïti qui ne saurait résister à rien. Donc, c'est véritablement, pour moi, une posture poutinienne qu'adopte aujourd'hui Abinader. C'est-à-dire un pays surarmé qui se précipite sur un voisin désarmé pour essayer de l'humilier au nom du principe de la loi de la jungle, en fait. C'est la raison du plus fort. Au moment où, précisément, le reste du monde fait preuve d'empathie vis-à-vis d'Haïti. Ce qu'il est important de voir ici, et moi je suis relativement serein par rapport à l'issue de cette crise, il faudrait qu'Abinader soit fou pour se lancer dans une aventure militaire en Haïti en sachant qu'il n'a rien à gagner au bout. Il ne peut même pas envisager une occupation du territoire haïtien parce qu'il faudrait soit chasser la population, ce serait un nettoyage ethnique. Je ne pense pas que les nations étrangères accepteraient une telle dérive. Soit il faudrait qu'il occupe un territoire haïtien avec de la population haïtienne à l'intérieur, et ça, je ne pense pas que les Dominicains, aussi développés qu'ils soient, aient ni l'audace, ni les moyens techniques des Israéliens pour occuper aujourd'hui un peuple étranger. Donc,
s'il y a un état-major en République dominicaine, et s'il y a des cerveaux au niveau de cet état-major, ces gens devraient savoir que toute équipée militaire en Haïti est conduite à piéger l'envahisseur. Donc ça peut être aussi juste pour des questions d'échéance électorale. Absolument. Donc, c'est la conclusion que nous pouvons en tirer. Dire donc que tout ceci n'est destiné qu'à faire monter sa popularité à une année des élections présidentielles, en sachant que systématiquement, à la veille de telles échéances, la classe politique dominicaine a beau jeu de gratter dans le sens d'un prurite raciste, anti-haïtien, qui est sûr de faire recette en République dominicaine. Cela nous rappelle des précédents sanguinaires et dangereux, en 1937, avec trouvé déshonorant pour la République dominicaine. D'avoir aujourd'hui à sa tête un dirigeant qui éprouve pour le pays voisin un mépris, une haine égale à celle, je dirais, de l'aile la plus rétrograde de la République dominicaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque d'escalade, même si on peut avoir comme conclusion que en fait, tout ce tapage n'a qu'une visée électorale, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalage où Abinader, on va dire, se sent contraint de continuer à être dans la surenchère et de craindre, par exemple, un massacre comme celui de 1939 37. Ce ne serait pas une escalade, ce serait un dérapage. Au sens que, pour qu'il y ait escalade, il faudrait qu'il y ait riposte du côté haïtien. Nous n'avons pas les moyens de faire face aux Dominicains et je pense qu'il faut jouer cette carte, justement, d'un État sans armée, d'un État pacifiste et pacifique. Les Haïtiens n'iraient jamais agresser les Dominicains. Là, ce serait une agression qui, je dirais, n'apporterait rien aux Dominicains qu'ils ne possèdent déjà, et forfaiture, que c'était un massacre, ça a jeté véritablement l'opprobre sur le drapeau dominicain. Aujourd'hui, ça reste possible, à plus forte raison que toute cette actualité est entourée d'une propagande révolutionnaire, pseudo-révolutionnaire, en tout cas réactionnaire, raciste en République dominicaine. Et cette fois-ci, ce ne serait même pas l'armée dominicaine d'intervenir, ce sont les civils. Là, nous risquons d'avoir des scènes de lynchage. Déjà, les Haïtiens sont interdits de monter dans les transports en commun à Santo Domingo et à Santiago. Actuellement là? Actuellement. Ah ouais. Des Haïtiens sont interdits. Il y a un mot d'ordre donné par l'association des transporteurs publics à Santo Domingo qui donne l'ordre aux chauffeurs de ne pas laisser monter des Haïtiens, qu'ils soient légaux ou illégaux. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque où, on le voit très bien en Europe, en Italie, en France, en Espagne, où il est de bon ton de stigmatiser l'autre, de rejeter sur l'étranger toutes les fautes et bien entendu toutes les tares d'une société qui est en crise ouverte sur le plan culturel, sur le plan économique et sur le plan politique. C'est-à-dire ce basculement à l'extrême droite, aujourd'hui, dédouane les dictateurs les plus véreux, dédouane les politiciens, finalement, les plus cyniques, pour autoriser des discours de haine vis-à-vis d'un peuple qui, par ailleurs, représente 10% des exportations de la République dominicaine et constitue sa force de travail la plus nombreuse dans des domaines tels que la construction, la culture de la canne, la culture des agrumes, et de plus en plus, aujourd'hui, on trouve des Haïtiens dans le secteur du tourisme qui a besoin de personnel formé, maîtrisant l'anglais, l'espagnol et le français. Et les Haïtiens sont les seuls. C'est vrai que c'est intéressant, on va parler de cette question économique, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est très important, c'est que même si Abinader, en fait, n'irait pas jusqu'à, on va dire, provoquer un massacre comme ça a été le cas en 1937, mais il y a le risque que la population dominicaine se sent, on va dire, se sent pousser des ailes et les gens commettent des massacres, c'est-à-dire des civils comme ça commettent des massacres sur des Haïtiens, sur des innocents en République dominicaine. Il y a ce risque-là. Parce qu'avec ce discours... Cela c'est déjà vu. Ce n'est pas comme si je faisais une politique fiction.
il y a déjà eu des scènes de lynchage d'Haïtiens en République dominicaine. Il y a eu des scènes d'attaque, je ne dirais pas de pogrom, parce que ça reste un concept fort. 1937, c'était un pogrom, c'était un massacre de masse de population civile fait par des gens armés. Je ne pense pas que l'on atteigne de telles échelles, mais néanmoins, dans une période préélectorale où il y a des agents des partis qui ont tendance à mettre du petit bois et à souffler sur les braises d'une haine de l'haïtien qui est cultivée depuis plus de 200 ans dans la mentalité collective dominicaine, nous avons tous les éléments, à la fois à l'international et à l'intérieur du pays, pour que la situation s'embrase et que des Haïtiens se sentent en danger, en situation d'insécurité en République dominicaine, qu'ils soient légaux ou illégaux. Et sachant que c'est surtout sur le critère de la couleur que les gens sont arrêtés dans la rue, nous pouvons dire que c'est une politique ouvertement raciste que met en place le président Abinader. On considère que pour la seule année 2022-2023, plus de 150 000 Haïtiens ont été expulsés de la République dominicaine. Ça ne veut pas dire que ces Haïtiens étaient installés de façon définitive, mais ce sont parfois des étudiants, des commerçants, c'est-à-dire tout Haïtien, toute personne porteuse d'un passeport haïtien et de couleur considérée comme foncée en République dominicaine est automatiquement suspecte d'être déporté vers Haïti. Ce qui veut dire que parfois, certains citoyens dominicains et des citoyennes dominicaines se retrouvent dans des situations difficiles parce qu'elles ont la couleur qui rappelle celle des Haïtiens. Alors, pour revenir à la question, on va dire, de la rivière Massac, Jean-Marie Théodate, est-ce que les Haïtiens n'ont pas le droit d'utiliser l'eau de cette rivière? Il existe sur cette question une convention internationale qui a été ratifiée par les deux pays et qui stipule que, compte tenu du partage du bassin versant entre les deux territoires, il faut établir un modus operandi qui permette à chaque nation de prélever sur le fleuve une quantité d'eau raisonnable qui permette à la fois sa régénérescence, c'est-à-dire il s'agit de ne pas épuiser la ressource, et qui ne soit pas dommageable pour le pays voisin. Normalement, cela se fait dans le cadre d'une concertation très technique entre les chancelleries des deux territoires. Il y a eu un précédent en 2021. En avril 2021, il y a même eu une incursion des forces dominicaines du CESFRONT sur le territoire haïtien. Ça a duré 24 heures, mais symboliquement c'était fort. Ouais. Les Dominicains franchissaient, violaient la limite internationale entre les deux territoires avec un sentiment de totale impunité. Des militaires en plus. Des militaires du CESFRONT, qui est un corps spécialisé, chargé de la sécurisation de la frontière du côté de la République dominicaine, qui est un régiment d'élite, un régiment extrêmement corrompu, parce que pour ces gens, la frontière est véritablement une vache à lait. C'est à ce niveau, c'est ce même front, c'est ce front qui est responsable de ce qu'on appelle des checkpoints, c'est-à-dire des check-chaos, où différents points sur la route d'Haïti, les militaires obligent les passagers, notamment des transports publics, mais également la citoyenneté dominicaine au motif qu'ils sont descendants de parents illégaux, installés légalement dans le territoire. C'est dire donc que ça fait une vingtaine d'années que nous assistons à une érosion des droits des personnes de descendance africaine en République dominicaine, au motif qu'ils sont des Haïtiens, et cela se traduit par une sorte de consensus au niveau du territoire, au niveau de la nation dominicaine, autour de l'idée que toute personne noire est associée à l'identité haïtienne et par conséquent n'a pas sa place dans le territoire. Et il se trouve que c'est un descendant de migrants syro-libanais qui vient aujourd'hui nous donner la leçon du racisme sur ce territoire. La personne de Luis Abinader. De Luis Abinader. C'est dire que c'est doublement cynique, parce que ce n'est pas comme si
nous avions affaire à un régime démocrate. C'est le signe que la République dominicaine évolue vers une plutocratie, avec un gouvernement qui est au service des riches, au service des cyniques, au service des arrogants, et qui sont en train de faire un tort très profond à l'amitié profonde, par ailleurs, qu'il y a entre Haïtiens et Dominicains. Vous l'avez rappelé, déjà il me semble, dans une capsule, que en réalité, c'est pas le fait d'être noir, c'est pas ça qui pose problème aux Dominicains. D'ailleurs, une grande partie de la population dominicaine sont des Noirs. Alors c'est quoi le problème alors? Est-ce que c'est une forme d'anti-haïtianisme fait primaire, je dois dire? C'est quoi le problème en fait? Est-ce que c'est parce que l'image d'Haïti est dégradée? C'est quoi le problème? On va prendre d'abord les faits. La République dominicaine, c'est effectivement une nation avec, on va dire, 60% de personnes métisses, peut-être 10% de blancs, et le reste considéré comme noir. Mais dans le fond, ce qu'il faut considérer, c'est que les concepts que nous utilisons, blanc, métis, etc., n'ont rien de scientifique, et que cela n'a rien de stable non plus en traversant les frontières. Un blanc en République dominicaine se retrouve noir aux États-Unis. Un noir aux États-Unis peut être considéré comme blanc en République dominicaine, et vice-versa. C'est dire donc que nous ne sommes pas en train de réfléchir sur des catégories scientifiques objectives, mais sur du fantasme. Tout cela repose sur du vent. C'est une question de représentation. Maintenant, dans leur tête, on peut dire que 100% des Dominicains se considèrent comme blancs, y compris les Noirs. Au sens que la culture occidentale, chrétienne, blanche par conséquent, est considérée comme l'acmé de la civilisation. Il ne faut pas oublier qu'en 1492, c'est ici qu'a été plantée la première croix chrétienne, c'est ici qu'a été créé le premier couvent, la première université, la première ville, à Isabela, qui deviendra par la suite Santo Domingo. Donc, pour les Dominicains, ils sont la nation première du Nouveau Monde, le porte-drapeau de la civilisation occidentale, et c'est sur ce mythe-là que s'est constituée la nation dominicaine. C'est le récit national dominicain, y compris chez les Dominicains, on va dire, à la peau noire. Il y a une anecdote qui est assez révélatrice dans ce sens, c'est en 1995, 93-94, il était alors en campagne José Francisco Peña Gómez, de regrettée mémoire, un des plus grands leaders de la couche latino-américaine, candidat à la présidence en République, donc à Santo Domingo, qui est lui-même d'origine haïtienne, a été très vivement attaqué dans la presse au motif qu'il était noir, justement. Et je me souviens à l'époque, à l'université à Santo Domingo, dans les toilettes, il y avait des... vous savez, moi je suis très intéressé aux graffitis sur des murs extrêmement sévères, extrêmement durs et racistes contre Peña Gómez. Et un jour, il a déclaré à un journaliste qui lui posait cette question, qu'est-ce que ça lui fait d'être ainsi maltraité à cause de sa couleur? Il a dit, je n'ai aucune crainte de leur haine parce que même si je suis noir à l'extérieur, je suis blanc de cœur. Il est blanc de cœur, il a un cœur blanc. C'est vous dire que, et ça n'a choqué personne, c'est vous dire que nous sommes face à une nation que je considère comme, sur le plan de l'identité, extrêmement partagée, pour ne pas dire parfois aliénée, avec un mouvement ouvertement raciste, anti-noir très concrètement, qui a pris la forme au 19e et au 20e siècle de politiques d'immigration où les Noirs étaient formellement interdits d'entrer sur le territoire. Les grandes compagnies, les maisons de commerce, maisons d'affaires installées en République dominicaine, où quand on voulait créer des fronts pionniers pour le développement de l'agriculture, on préférait aller chercher des Japonais après la Seconde Guerre mondiale pour venir justement coloniser la plaine de Dajabón où il y a
une riziculture encore aujourd'hui extrêmement florissante. Ce sont des paysans japonais qui cultivent, le riz dans cette partie du pays. Et à l'époque, l'idée de Trujillo, c'était de limpiar la sangre, comme il dit, laver le sang dominicain en y injectant donc des populations blanches venues d'Espagne pendant la guerre civile, en s'intéressant en fait à tout sauf à la composante noire qui pouvait venir d'Haïti. Mais c'est extrêmement violent. Je pense qu'en Occident, de façon générale, on n'est pas conscient de la violence de ce racisme-là. En fait, je veux dire que c'est même pas, en fait, c'est pas concevable aujourd'hui de penser que on peut être aussi ouvertement raciste et que chez la classe politique dominicaine, et que ça passe comme ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas conscience, en fait, en Occident, on n'a pas conscience que le racisme anti-haïtien en République dominicaine est à ce point violent. Je pense que cette violence, elle est voulue par ces acteurs qui sont notre principal centre d'intérêt, c'est-à-dire Abinader sait parfaitement le caractère humiliant de son acte. Les Dominicains qui agressent des Haïtiens dans les transports publics, qui les embarrassent dans la vie au quotidien en République dominicaine, savent ce qu'il en coûte d'être malmenés en pays étranger. Parce qu'il y a beaucoup de Dominicains à Porto Rico qui sont discriminés avec autant d'arrogance que les Haïtiens. Aux États-Unis, en Floride, il y a une communauté dominicaine très importante. Donc, je pense que les gens sont conscients de cette violence, mais c'est l'époque qui a tendance à banaliser cela. C'est notre époque, avec les réseaux sociaux, avec la glorification de l'arrogance, de la réussite, je dirais, des tricheurs. Il y a une telle glorification de la force qui triomphe du droit et du juste, avec une telle arrogance que ça finit par fasciner les gens. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui, avec le sentiment d'une sorte de passivité, effectivement, de l'Occident par rapport à ce problème. Mais il se trouve que l'Occident n'est pas seul en cause. Nous avons ceci dans les pays du Sud global. Regardez ce qui se passe en Inde actuellement. Les musulmans sont véritablement à la peine avec un gouvernement ouvertement raciste qui prône l'hindouisation de plus de 200 millions d'Indiens musulmans. Donc, je dirais, sans faire d'amalgame, c'est du même tonneau. Vous voyez, cette capacité à conceptualiser la nation sur une base autoritaire, tout ceci pour asseoir un pouvoir personnel. Et dans le fond, je suis d'accord avec vous, c'est une campagne présidentielle qui ne dit pas son nom, mais qui utilise de tels artifices que cela nous fait friser, brosser, je dirais, le risque d'un dérapage majeur. Mais personnellement, moi, je suis serein. Je ne pense pas que les Dominicains soient assez fous pour se lancer dans une telle aventure. Alors, effectivement, pour revenir à la crise actuelle, on sait que le fleuve du massacre, c'est un cours d'eau international qui a un statut. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, il faut un arbitrage international pour calmer le jeu quand même? Parce que ce qui est en train de se dessiner là, on ne sait pas, même si on peut être optimiste sur l'issue. Est-ce que vous pensez qu'il faut un arbitrage international? J'ai envie de donner une réponse à deux étages. Du point de vue du droit, il faudrait un arbitrage international et donner la chance à la concertation entre les deux territoires. Et dans ce cas, Abinader sortirait, je dirais, il sauverait les meubles, on lui donnerait une issue de secours qui lui permettrait de se présenter devant le peuple dominicain comme celui qui a su faire reculer les Haïtiens. Ça, c'est la voie de la sagesse. Maintenant, la voie de l'honneur et la voie du patriotisme haïtien me demande de
laisser la situation à l'état, de continuer les travaux et de dire chiche à Abinader. Si vraiment vous êtes assez fou pour vous lancer dans une telle aventure, allons-y jusqu'au bout. Vous allez voir qui c'est qui va y perdre. Et je pense que la République dominicaine, qui reçoit plus de 10 millions de touristes par an aujourd'hui, dont toute l'économie repose justement sur l'image d'un pays de rêve, n'a aucune envie de passer sur la scène internationale comme celui qui se sera jeté sur le pays le plus pauvre, le plus dépenaillé, le plus démuni, le plus désarmé de la planète pour faire défiler son armée d'opérettes. Il sortira de ses droits. En créole, il dit « d'empouiller les forces sous bon ennemi ». L'armée dominicaine sont l'armée d'empouiller. L'armée dominicaine ne tiendrait pas une seconde face à Cuba ou même à... Je pense que même Porto Rico a le moyen de tenir en respect la République dominicaine. Mais en face, nous qui sommes un peuple totalement démuni, un peuple en plus divisé par l'actualité des gangs, sommes d'autant plus vulnérables. Et c'est pour cela que la menace d'Abinader est pour nous considérée comme une trahison. Même s'il ne passe pas à l'acte, ça restera comme un coup d'épée dans le dos. D'accord. Alors, dernière question, Jean-Marie Théodate. Pour conclure cet échange passionnant, comment voyez-vous la suite, la relation entre Haïti et République dominicaine par rapport à, on va dire, cette crise? Comment voyez-vous par la suite est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour la suite ou bien pensez-vous que voilà, c'est le début, on va dire, d'un déclin entre la relation entre les deux pays? Dégradation, certainement. C'est le début d'une dégradation et c'est ici qu'il faut faire la différence entre, je dirais, l'histoire et l'actualité. L'histoire, dans la longue durée, est celle de deux peuples solidaires. C'est celle de deux peuples qui, malgré les antagonismes, ont su maintenir une situation de paix, alors que partout ailleurs dans le monde, on se déchire. Mais du point de vue de l'actualité, et c'est ici qu'il faut être extrêmement vigilant, certains politiciens, par cynisme, pour arriver à leur fin, sont prêts à provoquer une sorte de déraillement de l'histoire, à provoquer des coups d'État dans des pays démocratiquement établis depuis plus de 200 ans. C'est Donald Trump qui refuse sa défaite au Capitole. C'est Bolsonaro qui essaye de faire un coup d'État également au Brésil après sa défaite. C'est-à-dire que aujourd'hui, les principes démocratiques qui ont fait l'honneur des régimes dominicains ne font qu'illustrer cette arrogance sur la scène internationale. Et nous, Haïtiens, avons déjà résisté à 3 couronnes, la couronne d'Espagne, la couronne d'Angleterre, la couronne française. Et je pense que ce n'est pas la casquette dominicaine qui va nous impressionner. Merci Jean-Marie Théodate de nous avoir éclairé sur cette crise entre Haïti et la République dominicaine. Et merci à vous qui nous suivez. Et merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage, de cette belle émission. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.